L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Il est à peu près 10 heures lorsque Lord Carnarvon reçoit un télégramme pour le moins surprenant. Confortablement installé dans le bureau de son somptueux manoir anglais, il s'allume une cigarette avant de lire ces quelques mots. Merveilleuse découverte dans la vallée, tombe superbe avec seau intact. Attend votre arrivée pour ouvrir. Félicitations, H.C. Si ces phrases abruptes peuvent sembler cryptiques pour le commun des mortels, Lord Carnarvon, lui, sait très bien de quoi il s'agit. Ce fameux H.C., ce n'est autre que Howard Carter, son ami égyptologue, comme lui. Depuis une dizaine d'années, tous deux se sont mis en tête de découvrir la tombe du pharaon égyptien Toutankhamon. Se pourrait-il que ce soit justement la merveilleuse découverte d'Howard Carter ? Ni une ni deux, Lord Carnarvon remplit son bagage en cuir de quelques vêtements avant de quitter la Grande-Bretagne pour se précipiter en Égypte, plus précisément à Luxor, où son ami archéologue l'attend. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la découverte du tombeau de Toutankhamon va emmener avec elle son lot de malheur, jusqu'à devenir une véritable malédiction qui va frapper toutes celles et ceux qui s'en approcheraient d'un peu trop près. Il est 10 heures, et c'est l'heure H de mon histoire. Alors qu'il foule le sol égyptien, Lord Carnarvon n'arrive toujours pas à y croire. Depuis qu'il a reçu le télégramme de son ami archéologue autodidacte, il n'arrive pas à penser à autre chose qu'à la découverte de cette tombe. Ce qu'il souhaite, par-dessus tout, c'est que le message de son ami tienne ses promesses. Une tombe intacte dans la vallée des rois, ce pourrait être la découverte historique du siècle. Et cette découverte, ça fait longtemps que Lord Carnarvon l'attend. Riche membre de la haute société anglaise, il est passionné d'égyptologie. Il a découvert l'Égypte à l'occasion d'un voyage pour raison de santé. En plus d'une météo plus clémente à sa santé défaillante, le Lord a trouvé en Égypte une nouvelle vocation et une véritable passion. Désormais, il finance des fouilles archéologiques pour découvrir tous les trésors antiques que recèle l'Égypte. Et tant pis si personne d'autre n'y croit. Ce n'est pas parce que les archéologues ont communément admis dans les années 1910 qu'il ne reste plus rien à découvrir dans la vallée des rois que lui aussi va baisser les bras. Il est persuadé que le meilleur reste à venir et... bonne nouvelle, il n'est pas le seul. C'est en Égypte que Lord Carnarvon et Howard Carter se sont rencontrés. Leur connexion a été quasi immédiate. Howard Carter a la connaissance du terrain, la légitimité aussi. Il sait mener des fouilles archéologiques en Égypte. Il a d'ailleurs fait ses armes auprès des plus grands égyptologues, directement sur les sites de fouilles. Ils lui ont tout appris, tout montré, alors même qu'il n'était encore qu'un simple aquarelliste. L'accord entre les deux amis est donc simple. Howard Carter a la technique et Lord Carnarvon l'argent. Alors le Lord est devenu le mécène des fouilles archéologiques de Carter. Mais leur relation va bien au-delà d'une relation de travail dirigée par l'argent. Tous deux férus d'Égypte, ils sont animés par le même rêve. Peut-être que ce rêve s'apprête à devenir réalité. C'est en 1907 que leur collaboration a commencé. Avant même de découvrir les secrets de l'Égypte antique, ils ont un objectif commun: obtenir un permis de fouille dans la vallée des rois. La vallée des rois, c'est là que les Égyptiens ont enterré leur pharaon. C'est ici qu'ils reposent, à l'abri des pilleurs de tombes qui viennent dérober les nombreuses richesses avec lesquelles les dirigeants décidaient de voyager vers l'au-delà. C'est aussi dans cette vallée qu'Howard Carter a décidé de construire sa maison, dans laquelle il a vécu plus de la moitié de sa vie. S'il y a bien un endroit
où ils pourraient trouver ce qu'ils cherchent, c'est bien celui-là. Alors en 1914, lorsqu'ils obtiennent enfin leur concession, Howard Carter s'y met sans tarder. Il sait qu'un travail titanesque l'attend. Dès le départ, l'objectif est de trouver la tombe de Toutankhamon. S'il est aujourd'hui connu dans le monde entier comme étant le plus jeune des pharaons à avoir régné en Égypte, à l'époque, Toutankhamon est assez méconnu. Seuls les universitaires les plus pointus ont déjà entendu ce nom, qui avait été déchiffré sur les vestiges d'un temple. On ne sait même pas encore exactement où le placer dans la lignée des souverains égyptiens, mais surtout, on n'a jamais trouvé sa sépulture. Pourtant, Howard Carter a de solides raisons de penser que Toutankhamon repose lui aussi dans la vallée des rois, au même titre que Ramsès II ou Séti Ier. À la fin du XIXe siècle, un archéologue avait trouvé le matériel d'embaumement de Toutankhamon dans la vallée des rois. Si le pharaon y avait été inhumé, alors sa tombe devait forcément s'y trouver, non? Enfin, c'est du moins ce que pensent Lord Carnarvon et Howard Carter qui vont faire de la recherche de ce tombeau leur absolue priorité. Et dès l'obtention du permis de fouille, Howard Carter va s'atteler à la tâche, soutenu financièrement par le Lord. L'archéologue délimite un périmètre, sous la forme d'un petit triangle situé entre 3 tombes déjà découvertes. À vrai dire, cette zone représente son dernier espoir. Oui, ça fait déjà presque 10 ans qu'il explore la vallée des rois et il n'a toujours aucune trace de la tombe de Toutankhamon. Oh, le découragement est palpable. Surtout, de telles fouilles ont un coût et Lord Carnarvon en a marre de n'avoir toujours aucun retour sur ses investissements. Il dit à Carter qu'il veut arrêter le financement, mais Carter arrive à le convaincre de sponsoriser une dernière mission, une dernière zone à explorer, dans laquelle il place beaucoup d'attentes. La suite, vous la connaissez maintenant. Après avoir déblayé des quantités astronomiques de décombres, le 6 novembre 1922, Howard Carter touche enfin son rêve du bout des doigts. Plus d'une quinzaine de jours après la découverte d'une tombe scellée, Lord Carnarvon et Howard Carter se retrouvent à Luxor. C'est dans cette ville de Haute-Égypte, située sur la rive droite du Nil, que les 2 compères se sont donné rendez-vous. De l'autre côté de la rive, on peut apercevoir leur destination finale, la vallée des rois. Comme il le lui avait promis dans son télégramme, Howard Carter a patiemment attendu l'arrivée de Lord Carnarvon pour ouvrir la tombe qu'il a découverte. Le 23 novembre, l'heure est enfin arrivée de mettre fin à une attente interminable. Mais avant cela, pendant les quelques vingtaines de kilomètres qui les séparent de la nécropole, Howard Carter fait un récit détaillé de sa découverte à Lord Carnarvon. En fait, c'est tout simple. Dans son périmètre de recherche, il y a des sortes de petites cabanes qui datent de l'Antiquité, de petites huttes en briques qui servent vraisemblablement au ravitaillement des ouvriers d'Égypte antique. Et il doit avouer que jamais il ne s'était dit qu'une tombe de pharaon pouvait être aussi proche des vulgaires cabanes. Toujours est-il que le périmètre situé sous les cabanes est la dernière zone qu'il n'avait pas encore investiguée. Et une fois les cabanes et leurs fondations enlevées, les équipes de Carter ont fait une découverte renversante. Là, juste sous leurs yeux, la première marche d'un escalier taillé à même la roche est apparue. Cette marche, c'était la première découverte d'une très longue série. Dès le lendemain, il recommence à déblayer un nombre considérable de débris pour mettre au jour l'entièreté de l'escalier. Escalier qui devrait les mener à la chambre funéraire qu'ils espèrent découvrir. L'archéologue a une bonne intuition. L'escalier mène à un couloir, au bout duquel se trouve une porte parfaitement scellée. À partir de ce moment-là, Carter n'a plus aucun doute. D'ailleurs, il écrit ceci dans son carnet de notes. Et trouver l'accès à une tombe. Toutankhamon ? Point d'interrogation. Si la porte et le corridor sont si bien scellés, c'est forcément parce que le tombeau est intact.
Caché sous les cabanes, il a dû être préservé des pilleurs et autres personnes mal intentionnées au fil des siècles, et même des millénaires. Une fois arrivé sur le terrain, Lord Carnarvon se rend compte qu'il y a encore du travail avant d'accéder à la chambre funéraire. Pendant 3 jours, les équipes de Carter déblaient des tonnes de débris auxquels sont mélangés des tessons de poterie ou des fragments de jarres et de vases. Un travail colossal qui leur permet d'enfin atteindre les portes scellées le 26 novembre. Ce jour-là, Howard Carter et Lord Carnarvon se sont donné rendez-vous au petit matin. Ils savent très bien que la fouille leur prendra assurément toute la journée. Alors, ils se mettent au travail le plus tôt possible pour profiter au maximum du jour avant que la nuit ne tombe. Autour de la mi-journée, ils réussissent à passer les portes scellées. Mais, ils s'en doutent, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Au milieu de l'après-midi, ils ont enfin la confirmation qu'ils attendaient. Après avoir passé la première porte, en continuant leur fouille dans le corridor du tombeau, ils découvrent une deuxième porte absolument identique à la première. Peut-être un peu moins bien préservée, certes, mais avec une surprise de taille. Sur la porte, ils découvrent un sceau, et pas n'importe lequel. C'est le sceau dont ils ont tant rêvé, celui de Toutankhamon et de la nécropole royale. Ce sceau, c'est la garantie de 2 choses. D'abord, il montre qu'il s'agit bien du tombeau du mystérieux pharaon, mais surtout, il révèle que la tombe est restée intacte depuis sa création 3245 ans plus tôt. Plus de 3 millénaires se sont écoulés sans que jamais personne ne pénètre cette tombe. Dès la découverte de la marche d'escalier taillée dans la roche, Carter a su qu'il était sur la bonne voie, mais ce sceau intact est au-delà de tout ce qu'il espérait. Sans avoir besoin de mots, Carter et Carnarvon se regardent pour prendre pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Tous deux ont désormais la certitude que ce 26 novembre 1922 est à marquer d'une pierre blanche. Ils en sont persuadés. Ce jour restera à jamais le jour où Howard Carter et Lord Carnarvon ont découvert la tombe du mystérieux pharaon Toutankhamon. Avec précaution, Carter réalise une petite ouverture dans laquelle il passe une tige de fer afin de repérer ce qu'il y a derrière la porte. Puis, il allume une bougie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'émanation toxique. Les 2 tests étant concluants, l'archéologue élargit le petit trou qu'il avait fait pour regarder à travers la porte comme dans un Judas. Un climat d'excitation, mais aussi de tension est palpable. Lord Carnarvon se tient tout à côté de lui, prêt à entendre le verdict. Si dans un premier temps, il ne voit rien, très vite, l'air qui s'échappe du trou fait vaciller la flamme de la bougie. Au bout de quelques minutes, qui semblent une éternité, la vision de Carter s'adapte à l'obscurité. Il arrive dorénavant à voir se former des ombres qui dévoilent les contours de statues. Carter écrira même dans son journal de bord qu'il y avait partout, derrière la porte, le reflet de l'or. Mais il n'a pas le temps de se perdre dans ses pensées. Très vite, ses compagnons de route, impatients, demandent à Carter ce qu'il aperçoit. À la question « Voyez-vous quelque chose ?» l'archéologue répond « Je vois des choses merveilleuses. » Il ouvre une des 2 portes et entre dans une première pièce dans laquelle se trouve du matériel funéraire. Cette pièce, c'est l'antichambre. Il y a des coffres, des serpents dorés, un trône et encore bien d'autres trésors. Il trouve également des lits funéraires dorés ainsi que 2 statues du roi en taille réelle. Carter tourne la tête et distingue une autre statue du souverain, encore plus majestueuse. Il n'a aucun doute qu'il s'agit de la tombe d'un roi, puisque le visage de la statue est surmonté d'un cobra, symbole de la protection des pharaons. Et puis, on peut lire son nom dans un cartouche. Le soleil, le scarabée et 3 traits. 3 hiéroglyphes qui dévoilent son nom de couronnement. Des tombes de pharaons, Carter en a vu d'autres dans la vallée des rois, mais des tombes aussi prestigieuses, aussi exceptionnelles, aussi remarquables, jamais.
Et pourtant, ils n'ont découvert pour l'instant que l'antichambre. Carter le sait. La tombe de Toutankhamon réserve encore bien des surprises. Et ils n'ont même pas encore pu pénétrer dans la chambre funéraire où repose le sarcophage de Toutankhamon. Pour y parvenir, il faudra d'abord déblayer l'antichambre. Même si l'excitation est à son comble, les archéologues et égyptologues devront encore s'armer de patience. À la fin de cette journée, Lord Carnarvon et Howard Carter ont le sourire aux lèvres et le cœur léger. Tout ce travail n'était pas en vain. Ils savent au plus profond d'eux-mêmes que ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début de la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Le soir même, Howard Carter raconte une drôle d'anecdote au Lord. Il y a déjà quelques mois, il avait acheté un oiseau, un petit canari qui devait lui porter chance. Peu de temps après, l'archéologue avait découvert l'escalier menant à la tombe de Toutankhamon. Mais un jour, sorti de nulle part, un cobra était venu dévorer le petit oiseau au plumage jaune. Les ouvriers égyptiens qui travaillaient dans la vallée des rois y avaient vu un terrible présage. Comme je vous l'expliquais, le cobra est l'emblème des pharaons. Le serpent est censé lui procurer une protection sacrée, puisqu'il s'attaque à quiconque s'en prend au pharaon. Et pour les ouvriers égyptiens, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le cobra protecteur s'était indirectement attaqué aux violeurs de la tombe royale. Pour eux, la mort du canari n'était rien d'autre que la vengeance du pharaon, le début de la malédiction de la momie. Et à voir la suite des événements, on se dit que l'archéologue Howard Carter aurait mieux fait de s'intéresser de plus près à ce mauvais présage. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui dans l'heure H, direction l'Égypte, et plus précisément Luxor, dans la vallée des rois. C'est dans cette nécropole où reposent les pharaons que se passe notre histoire de la malédiction de Toutankhamon. Une histoire extraordinaire, où la découverte de la tombe d'un souverain presque inconnu mène à une série de mystérieuses morts. Mais pourquoi parle-t-on de la malédiction de Toutankhamon ? Et comment ce pharaon méconnu est devenu le symbole de l'Égypte moderne ? Après la découverte du tombeau de Toutankhamon en novembre 1922, il faudra attendre quelques mois pour lever le voile sur tous ses secrets. C'est seulement en février 1923 que l'archéologue Howard Carter et son équipe vont pouvoir s'introduire dans les autres pièces de la tombe. Jusque-là, ils n'avaient pénétré que dans l'antichambre. Mais au-delà de la chambre du trésor et l'annexe, il leur reste bien sûr la chambre funéraire à découvrir. C'est dans cette pièce que repose le corps du pharaon, ou du moins c'est ce qu'ils espèrent. Mais la découverte d'un sceau intact sur la porte qui mène au tombeau du souverain égyptien laisse présager une sépulture inviolée et préservée depuis 3 millénaires. Après des mois à avoir vidé l'antichambre pour faciliter l'accès au tombeau, les archéologues ne vont pas tarder à en avoir le cœur net. Avant cela, j'aimerais éclaircir un point avec vous. Peut-être qu'à ce stade de notre histoire, vous vous demandez, mais pourquoi ce sont des Britanniques qui fouillent le sol égyptien ? Eh bien, en fait, à l'époque en Égypte, le contexte politique est assez particulier. Il nous faut rappeler qu'à la fin du XIXe siècle, l'Égypte n'est pas encore un pays souverain. Elle est alors occupée par la Grande-Bretagne, même si elle n'est pas vraiment une colonie, du moins pas officiellement. Les Britanniques ne sont pas les seuls. La France est bien présente elle aussi sur le sol égyptien. Depuis le début du XIXe siècle, beaucoup de Français travaillent en tant que fonctionnaires dans les administrations égyptiennes. Cette présence française sur le sol égyptien remonte en fait à Napoléon Bonaparte et sa fameuse campagne d'Égypte qu'il a opposée à la Grande-Bretagne. Pour cette expédition militaire,
Napoléon emmène avec lui des centaines et des centaines de savants dans tous les domaines. Ces savants, qui sont aussi bien botanistes qu'historiens, explorent le territoire et repartent avec de nombreuses données sur l'Égypte. Le résultat de cette expédition est que même si la France est battue par la Grande-Bretagne sur le plan militaire, elle ressort de cette défaite avec un savoir qu'aucun autre pays ne détient sur l'Égypte, pas même les Égyptiens eux-mêmes. Et lorsque le Français Champollion est le premier à déchiffrer les hiéroglyphes en 1822, un siècle tout pile avant la découverte du tombeau de Toutankhamon, la France a une raison de plus de justifier sa présence en Égypte. Le gouvernement égyptien lui-même fait appel à la France, et notamment à ses égyptologues reconnus. C'est d'ailleurs un Français qui fonde un service clé dans notre histoire du jour, le service des Antiquités. Le service des Antiquités, c'est notamment celui qui supervise tous les chantiers de fouilles archéologiques en Égypte. Toutes les fouilles sont donc chapeautées par des Français, même celles de nos héros britanniques du jour. Avec sa victoire militaire, la Grande-Bretagne va s'attacher à angliciser les administrations égyptiennes. Mais le service des Antiquités de l'Égypte reste français, grâce à l'important lobbying de la diplomatie française. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour bien comprendre ce qui se joue politiquement dans cette découverte de la tombe de Toutankhamon. En d'autres termes, l'Égypte devient le terrain sur lequel s'exprime la vieille rivalité entre les Britanniques et les Français. Les deux puissances coloniales ont des vues sur ce pays riche par bien des aspects, même si, en 1904, la signature d'accords bilatéraux appelés « entente cordiale » permet de calmer le jeu et d'asseoir le protectorat britannique. La rivalité symbolique reste de mise. Dans les années 20, cette rivalité symbolique s'exprime avant tout dans le domaine de l'égyptologie. Et c'est important de le savoir pour bien comprendre tous les aspects de notre histoire, et notamment les répercussions de la politique française du service des Antiquités égyptiens sur la découverte d'Howard Carter. À une époque, il était possible de se partager le butin des fouilles archéologiques. Une moitié pour l'Égypte, l'autre moitié pour le fouilleur. Mais cette règle n'est plus en vigueur au moment de notre histoire. Il faut rappeler que, contrairement à la France, qui supporte l'archéologie et ses archéologues par des subventions publiques, au Royaume-Uni, ce sont les musées ou des mécènes privés qui financent les archéologues pour agrandir leur collection. C'est pour cela que Lord Carnarvon finance Carter. Il espère bien avoir sa part du gâteau. Mais le responsable du service des Antiquités de l'Égypte de l'époque a une toute autre conception. Seulement quelques semaines avant la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, une nouvelle circulaire entre en vigueur. Dans cette dernière, le nouveau chef français du service des Antiquités affirme que désormais, tous les trésors découverts sur le sol égyptien appartiennent à l'Égypte. Bien sûr, les concessions de fouilles sont toujours cédées aux archéologues, mais les objets qui y sont découverts doivent y rester. Cette règle, c'est donc un Français qui la dicte. Et elle a pour rôle de contenter les nationalistes égyptiens alors que le royaume d'Égypte accède à son indépendance quelques mois avant la découverte de Carter. Après cette petite parenthèse historique et politique, je vous propose de revenir en février 1923, plus précisément le 17 février 1923. Plus de 3 mois après l'envoi du télégramme annonçant la bonne nouvelle, Howard Carter et Lord Carnarvon vont enfin pouvoir pénétrer dans le cœur du tombeau de Toutankhamon, la chambre funéraire. Comme le veut la loi, le responsable du service des Antiquités égyptiens est présent pour l'ouverture officielle de la chambre, tout comme 16 autres personnes. Aujourd'hui, on sait que Carter n'avait pas attendu la cérémonie d'ouverture officielle pour récupérer des objets par-ci par-là, percer des trous de ça et de là dans les murs, mais bon, passons. Pour nos archéologues et égyptologues du jour, le moment est enfin arrivé de découvrir le corps du pharaon. Dissimulé non pas dans 1, mais dans 4 sarcophages en bois décorés d'or, et même en or pur, pour le plus grand d'entre eux. Malgré toutes ces années d'échecs et de remise en question, Howard Carter et Lord Carnarvon ne sont pas déçus.
Non, parce que le tombeau est somptueux. En revanche, il faudra encore attendre des mois, voire des années, pour accéder à la dépouille de Toutankhamon, tant il était difficile de séparer les sarcophages imbriqués entre eux. Ce n'est qu'en 1925 qu'ils y parviendront. Bon, évidemment, comme le veut la tradition, le corps du pharaon a été momifié. Et comme les Égyptiens croyaient en la vie éternelle, le corps devait être conservé dans le meilleur état possible. Grâce au processus de momification dans lequel tous les organes, à part le cœur, sont retirés du corps, qui est lui-même asséché grâce à du sel puis recouvert de bandelettes de tissu, le corps du pharaon a réussi à être préservé pendant près de 3000 ans. Mais le clou du spectacle, qui fera entrer Toutankhamon dans l'imaginaire collectif de tout un chacun, c'est ce masque en or que porte la momie. Rappelons qu'à l'époque, Toutankhamon n'est pas un pharaon connu. Et pour cause, ce jeune pharaon n'a pas régné très longtemps, il est mort à 19 ans à peine. Ses successeurs l'ont d'ailleurs effacé de la lignée des pharaons puisqu'il était le fils d'Akhénaton, un souverain hérétique. C'est d'ailleurs sûrement la chance de Carter et Carnarvon. Le roi Toutankhamon a été oublié pendant des millénaires. Personne n'a cherché sa tombe. Ce qui rend célèbre Toutankhamon, c'est d'abord la découverte de sa tombe et de ses nombreux trésors, mais aussi et surtout une supposée malédiction qui ne va pas tarder à s'abattre sur toutes celles et ceux qui pénètrent dans sa tombe. La légende de la malédiction de Toutankhamon est tellement tenace que même la reine Élisabeth de Belgique y croit. Si je vous parle de la reine, c'est parce qu'en tant que passionnée d'égyptologie, Élisabeth avait décidé de se rendre à l'ouverture du tombeau, aussitôt qu'elle a appris sa découverte. Si elle est bien à Luxor le 17 février 1923, elle n'était pas présente dans la vallée des rois au moment fatidique. Officiellement, la reine était souffrante. Officieusement, elle voulait éviter la cérémonie officielle et bénéficier d'une visite plus intimiste du tombeau. Au même titre qu'elle ne voulait pas que la malédiction de Toutankhamon s'abatte sur elle et son fils Léopold III, qui est également du voyage. C'est Jean Capart, le père de l'égyptologie belge, qui fait état de la superstition de la reine. Il raconte qu'Élisabeth avait été avertie du danger potentiel que représentait la violation de la tombe du pharaon. Le danger de la malédiction dont la reine a entendu parler, c'est une mort rapide qui attend les personnes ayant pénétré dans le tombeau royal sacré. Et même si la reine y échappera malgré sa présence dans le tombeau le lendemain de l'ouverture officielle, la malédiction de Toutankhamon fait sa première victime quelques mois plus tard. 5 avril 1923. Le mécène, à l'origine du financement des fouilles archéologiques, le fameux Lord Carnarvon, que nous suivons depuis le début de cette histoire, meurt de manière prématurée, dans de mystérieuses circonstances. Les rumeurs disent qu'au moment même de sa mort, une coupure d'électricité à la cause indéfinie plonge le Caire dans le noir. Et si ça ne suffisait pas à ajouter du mysticisme à la mort du Lord anglais, la rumeur dit que le chien de Carnarvon, resté au Royaume-Uni, aurait poussé un hurlement terrible, en même temps que son maître disparaissait. Pour beaucoup, la mort de Lord Carnarvon marque le début de la malédiction des pharaons et de la revanche de Toutankhamon. L'un des premiers à propager la rumeur de cette supposée malédiction n'est autre que Sir Arthur Conan Doyle, à qui l'on doit bien sûr les célèbres aventures du détective Sherlock Holmes. Le romancier résume sa superstition en ces termes. « Je ne dis pas qu'un esprit égyptien a tué Lord Carnarvon. Je dis que c'est possible. » Qu'on croit ou non à ce fameux esprit égyptien, d'autres morts suivront celle de Lord Carnarvon et entretiendront pendant de nombreuses années la légende de la malédiction de Toutankhamon. Mais qui sera la prochaine victime de la revanche du pharaon? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une vengeance, d'une revanche, d'une supposée malédiction. Cette malédiction est celle du pharaon Toutankhamon. Après que l'égyptologue Howard Carter ait découvert et pénétré dans sa tombe en 1922, une série de malheurs frappe celles et ceux qui ont exhumé la momie du souverain. La première victime n'est autre que Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles qui ont mené à la découverte du tombeau. Mais les victimes de la soi-disant malédiction de Toutankhamon sont-elles réellement toutes mortes dans d'étranges circonstances ? Comment comprendre et expliquer l'engouement autour de cette légendaire malédiction qui a la peau dure ? Dès l'annonce de la découverte, l'histoire du tombeau royal d'un pharaon oublié fascine la presse. Les journalistes n'ont Dieu que pour la vallée des rois, qui devient très vite le centre de l'attention. Et il faut dire que la disparition de Lord Carnarvon, seulement 6 semaines après l'ouverture du tombeau, ne fait que redoubler l'intérêt des médias. Tous les journaux relatent cette mystérieuse disparition, en y ajoutant une bonne dose d'occulte, qui fera ses choux gras pendant des mois. La mort de Lord Carnarvon marque ainsi l'apparition de la malédiction de Toutankhamon dans les médias. Le décès du mécène de l'archéologue Howard Carter devient alors le prétexte pour ajouter une dimension mystique à la découverte. Cette touche de spiritisme, la presse l'incorpore à ses récits, en faisant par exemple état d'une mise en garde. Il y aurait une phrase gravée à l'entrée de la tombe de Toutankhamon, une sorte d'avertissement dont les archéologues n'ont pas tenu compte. Cet avertissement, la presse le retranscrit en ces mots. « La mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu. » Pourtant, aucune source ne peut confirmer l'inscription de ces mots sur la tombe du pharaon, pas même Howard Carter, qui n'en fait aucune mention dans son journal de bord. Et pour cause, la presse l'a inventé de toutes pièces. Peu importe la véracité, tout est bon pour faire augmenter les ventes des journaux. Le lectorat serait complètement indifférent au fait que Lord Carnarvon ait succombé des suites d'une piqûre de moustique. Par contre, écrire que Lord Carnarvon a été victime de la malédiction de Toutankhamon, voilà qui est intéressant. Alors, la presse se met à tenir les comptes des morts liés à la profanation de la tombe du pharaon. Et la suite des événements va très vite leur donner des arguments pour continuer de faire vivre la rumeur de la malédiction. 1 mois après Carnarvon, c'est au tour d'un ami archéologue canadien de Carter de mourir prématurément. Quelques semaines plus tard, un businessman meurt d'une pneumonie qu'il a contractée lors de sa visite de la tombe. L'année d'après, un professeur d'archéologie et 3 collaborateurs de Carter avec lesquels il était entré dans la chambre mortuaire décident de mettre fin à ses jours et se pend. Puis, le radiologue, envoyé par le gouvernement égyptien pour radiographier la momie de Toutankhamon, meurt à son tour. Et je peux continuer longtemps comme ça, tant la liste est longue. En tout et pour tout, la presse compte 27 disparitions mystérieuses et prématurées. 27 personnes liées de près ou de loin à la momie de Toutankhamon. Alors évidemment, énumérer ainsi à la suite ces décès donne l'impression qu'ils sont tous liés. Dans les faits, il semble davantage que la presse saute sur chaque disparition pour confirmer la malédiction du pharaon. Toutes ces morts ne sont pas aussi mystérieuses que la presse l'avance. Par exemple, le mécène de Carter, Lord Carnarvon, est décédé à 56 ans. Rien de bien anormal au regard de l'espérance de vie d'alors qui était autour de la 50aine. C'est même un âge tout à fait honorable lorsque l'on sait que Carnarvon était de santé fragile. Il existe même des contre-exemples à cette prétendue malédiction. Je vous parlais tout à l'heure de la visite en Égypte de la reine Élisabeth de Belgique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Élisabeth est décédée en 1965, à l'âge de 89 ans. Une mort tout sauf prématurée donc. Elle est loin d'être la seule à avoir évité la malédiction de Toutankhamon.
Pour rationaliser toutes ces morts mystérieuses, les scientifiques de l'époque vont émettre des hypothèses sur l'origine de la malédiction. Différentes théories voient le jour. La plus célèbre d'entre elles est que le tombeau de Toutankhamon abritait depuis plus de 3 millénaires un virus auquel l'homme et la femme moderne n'étaient pas préparés. L'ouverture du tombeau aurait permis la propagation du virus, qui aurait alors infecté toutes les personnes présentes. Cette hypothèse a longtemps été en vogue, avant qu'on ne conclue qu'aucun virus, germe ou champignon, ne peut survivre 3000 ans dans un lieu clos sans vie. Les autres théories sur la transformation avec le temps de l'huile d'amande douce en cyanure ou encore des bougies enduites d'arsenic sont assez rapidement discréditées. Toutes les disparitions liées à la malédiction de Toutankhamon ne sont donc pas vraiment des morts prématurées, ni des morts très mystérieuses, puisque toutes sont explicables. D'ailleurs, plusieurs morts ont un point commun, la pneumonie. C'est pourquoi une théorie considérée encore aujourd'hui comme étant la plus plausible semble expliquer l'origine de la malédiction de Toutankhamon. Dans les années 1980, une scientifique pointe du doigt les fruits et légumes censés accompagner le pharaon dans son voyage dans l'au-delà. Pour elle, il ne fait aucun doute que tous ces aliments présents dans la tombe auraient formé des poussières hautement allergènes lors de leur décomposition. Finalement, le plus intéressant dans cette histoire, ce n'est pas la raison scientifique derrière les décès, mais bien la persistance de la malédiction de Toutankhamon dans l'imaginaire collectif. Comme je vous le disais tout à l'heure, si cette théorie a réussi à se propager à vitesse grand V, c'est grâce à la presse qui l'a créée de toutes pièces. Si cette histoire de malédiction prend aussi bien auprès de l'opinion publique, c'est que les sciences occultes sont particulièrement à la mode au début du XXe siècle. La presse ne fait que surfer sur la tendance pour augmenter ses tirages. Mais ne mettons pas tous les journaux dans le même panier, puisque déjà à l'époque, un certain scepticisme pouvait se faire entendre. Preuve en est avec le journal Le Siècle, qui écrit ceci au lendemain de la mort du mécène anglais. Lord Carnarvon est mort d'un accident. Il a eu tort de mourir près de la vallée des rois, peu de temps après avoir violé la tombe d'un pharaon. Ainsi naissent les légendes. Finalement, la malédiction de Toutankhamon n'est rien d'autre qu'une légende journalistique. Une légende qui n'en finit pas d'inspirer les arts. J'ai déjà cité le créateur de Sherlock Holmes. Je peux également vous parler d'Agatha Christie, qui réutilise la légende dès 1923 pour écrire une aventure de son personnage, le détective Hercule Poirot, dans une nouvelle intitulée « L'aventure du tombeau égyptien ». Ajoutez à cela les innombrables films hollywoodiens sur les momies, ou encore les aventures de notre Tintin national dans Les cigares du pharaon ou Les 7 boules de cristal, et vous obtenez un thème récurrent de la culture populaire. En tout cas, une chose est sûre, sans cette incroyable trouvaille de Carter, le pharaon serait sûrement tombé dans l'oubli, tant son règne fut court et délicat. Rappelons que Toutankhamon était le fils d'Akhénaton, un pharaon hérétique qui a fait passer l'Égypte de sa religion polythéiste au monothéisme. Les successeurs du pharaon se sont attachés à dissimuler cet héritage quelque peu embarrassant. Il ne fait aucun doute que sans la découverte de sa tombe immaculée, dans un contexte politique d'accès à l'indépendance de l'Égypte, Toutankhamon ne serait jamais devenu une telle icône. Aujourd'hui, la notoriété internationale de Toutankhamon est sans égale. Le pharaon est devenu un emblème de l'Égypte. Au-delà de la découverte de la tombe, c'est la malédiction de Toutankhamon qui lui donne une aura à laquelle nul autre pharaon ne peut prétendre. La revanche de Toutankhamon, elle est bien là. Sa vengeance, ce n'est pas cette prétendue malédiction, mais son retour dans la grande histoire de l'Égypte ancienne. S'il n'était pas tombé dans l'oubli, sa tombe aurait été pillée, comme tous les autres tombeaux de la vallée des rois, et elle n'aurait eu aucun intérêt particulier pour les archéologues. Jamais la découverte de la tombe de Toutankhamon ne serait devenue le plus grand événement archéologique de tous les temps.
en Égypte ancienne. On considère qu'à chaque fois qu'on nomme un pharaon, on l'aide à passer de la mort à la vie éternelle. Avec la découverte de son tombeau et avec sa malédiction, Toutankhamon a encore de beaux jours devant lui. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.